adapter le sport aux personnes atteintes de maladies chroniques. Pour en savoir plus, nous accueillons Anaïs Boursier, qui est enseignante en activité physique adaptée, aussi appelée EAPA, et actuellement en stage de fin d'année au sein de la plateforme Sport Santé de l'Ain. Bonjour Anaïs. Bonjour. Il existe des maladies de longue durée et qui progressent ou sont stabilisées. Elles sont appelées maladies chroniques. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ? Alors il faut savoir que les maladies chroniques, la liste est assez longue. Certaines sont reconnues au niveau de la sécurité sociale et ça s'appelle des ALD, des affections de longue durée. En général, il y a une liste de 30 affections de longue durée. Et pour vous citer quelques exemples, au niveau des maladies chroniques, du coup on a le cancer, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et les insuffisances cardiaques. Voilà quelques exemples. Ces maladies peuvent rendre la pratique du sport difficile. Quelles sont les plus invalidantes ? Au niveau des maladies chroniques, l'évolution elle est assez unique parce que chaque individu est unique, donc a une manière de gérer sa maladie. L'évolution va être différente d'un individu à l'autre, même s'il y a des phases qui sont assez répétitives et qu'on retrouve en fonction des différents profils de maladie. Pour celles qui vont être les plus invalidantes, on va dire que c'est plutôt celles qui sont neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Charcot, ou tout ce qui va être polyarthrite rhumatoïde, parce que ça fonctionne sous format de crises, qui sont des crises invalidantes durant lesquelles en fait les personnes sont limitées en termes de mouvement, en termes de motivation, ça va les fatiguer énormément. On peut aussi citer tout ce qui va être mucoviscidose ou encore la sclérose en plaques ou la fibromyalgie, où là physiquement pour la fibromyalgie c'est des douleurs qui sont très très aiguës et dont on n'a pas forcément la possibilité de soulager. Donc ça va fonctionner sous format de crise et donc ça va pas mal invalider les personnes qui en sont atteintes. Et on va avoir aussi au niveau des personnes âgées ou prématurément qui sont atteintes par exemple d'Alzheimer, ça va être très invalidant parce que la maladie neurodégénérative, donc au fur et à mesure la personne perd des capacités autant physiques que mentales, ou encore la maladie de Parkinson où là ça va être tout ce qui va être trouble de l'équilibre qui va être très invalidant. Vous êtes enseignante en activité physique adaptée, EAPA. Quel est le principe de ce domaine ? Le principe de ce domaine, c'est d'arriver à connaître les différents profils de personnes qu'on peut accompagner et de réussir à les faire pratiquer une activité physique à n'importe quelle personne qui va avoir par exemple une pathologie chronique ou qui va être une personne vieillissante ou des enfants qui sont atteints de handicap mental. Et c'est aussi leur donner l'occasion de pouvoir pratiquer une activité physique quand ils sont éloignés de la pratique ou qui sont le plus dans le besoin. Donc ça peut être aussi des personnes qui vont être dans la précarité. Donc c'est pas que des personnes atteintes de maladies chroniques qu'on suit et il faut bien faire la différence entre la pratique d'activité physique et le sport, où la pratique d'activité physique c'est le fait de se mettre en mouvement et donc d'augmenter sa dépense énergétique comparée à celle de repos, c'est-à-dire quand on est en position allongée et qu'on dort, on a une dépense énergétique de base et à partir du moment où on se met en mouvement, on va augmenter cette dépense énergétique et là on dit qu'on fait de l'activité physique à partir du moment où on est en mouvement. Le sport, à l'inverse, c'est une activité physique vu qu'on est en mouvement, mais elle va être spécifique dans le sens où il y a forcément des règles, elle est codifiée et elle est toujours à but de performance. Il y a une notion de compétition aussi dedans. Donc on peut faire de l'activité physique sans faire de sport. On fait pratiquer de l'activité physique aux gens, on leur fait pas forcément faire toujours du sport. On peut, mais c'est pas forcément notre priorité à chaque fois. Comment concevez-vous les séances sportives pour les personnes atteintes de maladies chroniques ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Alors à la plateforme, on ne catégorise pas en fonction de la pathologie. Donc par exemple, on va pas mettre toutes les personnes diabétiques ensemble. Nous, on va vraiment prendre toutes les personnes et regarder leur situation globale. Ça va être par exemple des niveaux de fatigabilité, des niveaux de limitation fonctionnelle, c'est-à-dire en termes de mouvement, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ou pas. À partir de ça, en amont, donc on va étudier tous les profils de ces personnes-là. Pour construire notre séance, on va regarder par exemple les différentes limitations. On va essayer de fixer des objectifs en fonction de ça qui vont être collectifs parce que la séance se fait en groupe et individuelle pour que chacun puisse progresser individuellement. Et ça va dépendre aussi du créneau qu'on encadre. Pour vous citer un exemple, quand on encadre la marche douce, on va étudier le profil des participants, étudier le lieu et l'accessibilité de la marche, parce que si on donne un lieu de rendez-vous qui n'est pas accessible aux personnes qui ont des problèmes de déplacement ou qui n'est pas accessible à des personnes à mobilité réduite, déjà on limite l'accès et on restreint la pratique de nos bénéficiaires alors que nous le but c'est de l'ouvrir à tout le monde. On va aussi construire à partir de ça un trajet de base et à partir de ça on crée des variantes. Donc soit on essaye de diminuer le trajet au cas où si on voit que les personnes étaient aujourd'hui trop fatiguées et donc on va pouvoir restreindre le trajet de base, ou au contraire si elles étaient très en forme on va pouvoir l'augmenter et rajouter quelques mètres ou kilomètres en plus pour augmenter le parcours. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait par exemple des exercices de marche ou quand on encadre une activité de marche douce, on n'est pas juste là pour faire pratiquer des gens en leur disant on va aller marcher. On est aussi là pour leur partager
partager de nouveaux savoirs et par exemple, on va leur apprendre à respirer sur les pas de marche qu'ils font. Généralement, une séance, ça commence par un échauffement, donc plutôt avec des PPG. Les PPG, ça va être par exemple des montées de genoux ou des talons-fesses. Alors, on est toujours avec des personnes malades chroniques ou avec des limitations fonctionnelles, donc ça va pas être forcément des montées de genoux en courant. Ça peut être juste monter les genoux à 90 en marchant, pareil pour les talons-fesses. Donc ça va être un peu une sorte d'échauffement articulaire, un peu cardio pour commencer à mettre le corps en mouvement. À partir de ça, du coup, après, on va par exemple travailler sur nos séances sur la respiration, où là, on va leur apprendre à respirer sur les temps, inspirer par exemple sur 4 temps et souffler sur 4 temps en même temps qu'ils sont en train de marcher. Et on va passer sur la fin de séance, on sera plutôt sur un retour au calme qui peut être fait de différentes manières, comme par exemple des exercices de respiration pour un retour au calme, donc pour faire baisser la fréquence cardiaque, ou encore des étirements pour éviter tout ce qui va être courbature. Ça, c'est vraiment comment on fonctionne pour construire une séance. Le sport peut-il améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, par exemple, d'asthme, de souffle au cœur ou de diabète? Et si oui, comment? Tout à fait. De manière générale, l'activité physique, ça a des bienfaits, donc forcément, ça va améliorer la qualité de vie des personnes. En général, c'est à plus ou moins long terme. Ça peut avoir des effets à court terme, presque directement. Et sur du long terme, ça va aider, par exemple, des personnes qui étaient atteintes d'asthme à arriver à remonter les escaliers alors qu'ils n'y arrivaient plus avant. Ça va être un gain de qualité de vie plutôt sur du quotidien, dans le sens où ils vont pouvoir généralement retrouver des capacités qu'ils avaient plus ou moins perdues ou dont ils se sentaient plus capables. Par exemple, pour la personne asthmatique, ça pourrait être réussir à remonter de nouveau les escaliers. Ça pourrait être moins d'essoufflement aussi, par exemple, quand ils marchent. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est bien cette régularité-là qui va les aider dans leur quotidien et leur qualité de vie. Si la personne, elle fait de l'activité physique une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est pas assez régulier, donc ça va pas avoir d'impact. Pour vos autres exemples, par exemple, sur le diabète, ça va aider à stabiliser le diabète et donc tout ce qui va être taux de glycémie. Là, je vous ai donné des exemples spécifiquement tout ce qui va être biologique et capacité un peu physique, mais ça va aussi avoir un impact sur tout ce qui va être mental et social. Pratiquer une activité physique, ça va leur permettre d'éviter de penser tout le temps à leur maladie, où généralement ils peuvent être stigmatisés parce qu'on leur ressasse tout le temps qu'ils sont malades et donc c'est pas forcément toujours évident à vivre. En faisant une activité physique, ça peut leur permettre de s'évader et ça peut leur permettre de créer du lien social avec d'autres personnes qui sont pas touchées par la même maladie qu'eux. Pour la plupart de ces maladies chroniques, les traitements sont relativement lourds selon le stade. Le sport permet-il parfois la réduction de ces traitements ? Ça peut aider à les réduire, c'est pas toujours le cas, ça va être aussi différent d'un individu à l'autre, mais il faut savoir que l'activité physique a été reconnue comme traitement non médicamenteux, donc ça peut avoir des effets assez considérables sur les pathologies que peuvent avoir ces personnes. Par exemple, dans le cas du diabète, une bonne hygiène de vie autant sur l'activité physique que sur l'alimentation, ça peut aider du coup à réduire les traitements. D'autres exemples, par exemple aussi sur la thyroïde, ça peut aider aussi à réduire et à stabiliser les problèmes de thyroïde. On a aussi l'exemple sur tout ce qui va être dépression ou maladie psychique. Ça peut réduire considérablement la dose de médicaments prise, voire dans certains cas qui vont être très spécifiques, l'arrêt total des médicaments, mais bien sûr c'est toujours sous avis médical et il faut toujours suivre les prescriptions qui sont recommandées. Donc c'est complémentaire, toujours sous réserve d'un avis médical et dans le sens où il faut que ce soit travaillé en pluridisciplinarité avec tous les autres professionnels de santé que peuvent être les kinés, que peuvent être les médecins généralistes, les spécialistes, etc. On sait que la pratique sportive est bénéfique pour les malades. Dans ce cas, faut-il en faire le plus possible? Quelle est la fréquence conseillée? On peut faire de l'activité physique sans faire du sport, comme je le disais tout à l'heure. Ça va forcément avoir un impact positif sur la santé. Après, en termes de recommandations et de fréquence, déjà ça va être en fonction des individus, parce que ça va être en fonction de leur pathologie, de leur fatigabilité, etc. On essaye toujours de se rapprocher des recommandations de l'OMS, donc en fonction des différentes tranches d'âge. Il n'y a pas forcément de règles. Déjà, si un individu qui faisait pas d'activité physique se remet à faire de l'activité physique régulière, ce sera déjà un pas de gagné sur sa santé. Après, si on veut aller vraiment sur un idéal, il faudrait atteindre les recommandations d'activité physique, à savoir pour un adulte par exemple, ce serait 150 minutes à 300 minutes d'activité physique modérée à soutenue, faire des exercices de renforcement musculaire, enfin voilà. Il y a différentes choses qui sont prises en compte et ça va vraiment dépendre des individus et de leur pathologie. Vous nous avez expliqué plutôt que c'était les médecins qui prescrivaient les traitements et les médicaments, les ordonnances et le sport. Mais comment se passe cette procédure ? Alors depuis la loi de 2016 du sport sur ordonnance, les médecins généralistes peuvent prescrire une activité physique.
Théoriquement, le médecin généraliste et les spécialistes ont des modèles de prescription qu'ils peuvent remplir. Ils vont réaliser une consultation durant laquelle ils vont identifier les risques cardiovasculaires, tout ce qui va être contre-indication, par exemple limitation fonctionnelle, etc. Ils vont essayer de prescrire en fonction des recommandations de l'OMS. Ils vont, dans la théorie, définir une fréquence, une intensité, essayer de voir quel est déjà le niveau d'activité physique et de sédentarité de la personne qu'ils ont en phase 2 et une estimation de leur motivation. À partir de ça, normalement, ils sont censés orienter directement vers un professionnel de santé qui est adapté à la pratique d'activité physique qui est requise pour cette personne-là. Nous, on va avoir des personnes qui vont venir avec une prescription, mais la prescription, elle peut être des fois un peu maladroite où il n'y a pas toutes les infos. Donc nous, on aide aussi tous ces médecins à être plus précis dans la prescription qu'ils vont donner parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils vont avoir d'autres problématiques en plus du reste. Donc à partir de nos bilans, avec tout ce qui va être état des lieux au niveau de la santé, tests de conditions physiques, envie, pratique, qu'est-ce qui existe sur le territoire. Donc voilà. Des aides financières peuvent être mises en place pour le retour à la pratique sportive. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ? Il faut savoir que la prescription d'activité physique, ça ne veut pas dire que c'est un remboursement de l'activité physique. Il va exister certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge soit un certain nombre de séances, soit un montant total d'activité physique pour aider les personnes à la reprise d'activité physique. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'activité physique qui est remboursée à 100%. Donc à partir du moment où, par exemple, vous nous appelez et vous venez chez nous, il y aura forcément un coût qui sera fait vu qu'il n'y a pas de remboursement qui existe pour l'instant. Pour finir, avez-vous un souvenir ou une anecdote à nous raconter ? J'ai encadré un groupe sur Bellegarde. C'était un groupe de personnes âgées, principalement des dames, voire même que des dames en fait. J'avais repéré qu'elles avaient plus ou moins des problèmes pour travailler sur l'équilibre. Donc je leur ai fait faire des petits parcours moteurs à partir de foot. Donc elles avaient un petit ballon de foot, il fallait qu'elles réalisent différents parcours moteurs pour travailler sur leur équilibre. Donc c'est vraiment vous montrer que à partir d'une activité physique, peu importe la catégorie de personnes qu'on a en face de soi, on peut leur faire pratiquer tout et n'importe quoi. Je remercie mon invitée Anaïs Boursier d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la plateforme Sport Santé de l'Ain, voici l'adresse du site internet 1sportsanté.fr.